Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une de ce journal, plusieurs jours après l'arrestation de Genève, des éléments de la sécurité présidentielle interpellés, ils sont accusés d'avoir agressé et molesté un journaliste travaillant pour la radio-télévision suisse. Et les écopent des peines allant de 3 à 4 mois de prison avec sursis, selon la presse suisse. Que la colère des députés UDC et SIF à l'Assemblée nationale, ces parlementaires de l'opposition ont boycotté la séance d'adoption d'une nouvelle commission des droits de l'homme, dénonçant une provocation du régime au regard du contexte sécuritaire tendu au Cameroun. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, affrontement de Genève entre activistes camerounais et éléments de la garde rapprochée du chef de l'État, Paul Biya. 6 éléments de la sécurité présidentielle interpellés par la justice suisse. Ils sont accusés d'avoir agressé et molesté un journaliste helvétique le 26 juin dernier lors des manifestations devant l'hôtel intercontinental. Plus de précisions dans ce reportage de Jean-Paul Chouniat. Plus d'une semaine après les premières manifestations des activistes camerounais à l'hôtel intercontinental de Genève en Suisse, le journal La Tribune de Genève vient de publier sur sa page l'interpellation de 6 employés de Paul Biya, le président camerounais. Les 6 employés, dont 5 hommes et une femme, avaient agressé un journaliste suisse de la RTS qui couvrait les protestations de la brigade anti-Sardinard venue perturber le séjour de Paul Biya. Dans un communiqué du ministère public genevois, les 6 mises en cause ont été interpellés le mardi 2 juillet 2019 et placés en arrestation provisoire, pour reprendre les propres termes du journal genevois. À l'issue de leur audition, poursuit le journal genevois, les 5 hommes ont été remis au ministère public et l'unique femme du groupe libérée. Après cette agression du journaliste helvétique, suivie de la confiscation de son matériel professionnel et ses effets personnels, les autorités suisses avaient qualifié d'inacceptables ces incidents dans un pays où la liberté de la presse est protégée, réitérait ainsi le département fédéral des affaires étrangères. Jusqu'ici, le gouvernement camerounais n'a pas encore réagi à cette interpellation des hommes de Paul Biya. Une affaire à suivre. Ambiance tendue hier à l'Assemblée nationale. Des élus UDC et SIF ont vivement protesté contre le projet de l'adoption du projet de loi relatif à la mise en place d'une nouvelle commission des droits de l'homme au Cameroun suite à l'échec de leur motion. Ces parlementaires de l'opposition ont tout simplement claqué la porte, dénonçant une provocation du régime de Yaoundé. D'autres précisions dans ce reportage de Gizogo. Nous suivons donc ce reportage de Gizogo, certainement. Avant la fin de ce journal, le temps de signaler que la création des comités de vigilance est loin d'être une piste de solution donc, à cette crise anglophone qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. C'est l'avis de certains acteurs de la société civile. Ils estiment que le contexte est différent de celui de l'extrême nord où les comités de vigilance ont eu des résultats positifs. Xavier Foka. 10 comités de vigilance ont été créés dans les régions anglophones du Cameroun. Soutenus par le gouvernement, qui leur a octroyé par le préfet de la Mémé des motos et des enveloppes. L'objectif est de leur permettre, comme à l'extrême nord du pays, de jouer un rôle capital dans la dénonciation et surtout dans la défense des populations. Certains acteurs politiques estiment que si cette méthode a été efficace à l'extrême nord, elle ne le sera pas au nord-ouest et au sud-ouest, les contextes étant différents. Dans l'extrême nord, il est clair que nous avons été agressés par Boko Haram, qui est qu'une force de l'extérieur et qui a pu enrôler quelques-uns de nos enfants dans leur rang, moyennant, n'est-ce pas, des négociations, des paiements, etc. Mais dans le sud-ouest, le problème est totalement différent. Il s'agit d'une crise politique, parce que nos frères anglophones estiment qu'ils sont marginalisés. Ce n'est pas le problème d'une personne, c'est un problème d'un peuple, d'une population. Et ces enfants qu'on va prendre comme dans le comité de vigilance sont également marginalisés. Donc vous ne pouvez pas penser que c'est eux qui doivent, n'est-ce pas, jouer ce rôle. S'il est évident que les comités de vigilance ont eu des résultats louables à l'extrême nord du pays, le Social Democratic Front pense que dans le nord-ouest et le sud-ouest,
Il serait judicieux d'opter pour un réel dialogue avec les populations. Vous allez chercher à créer un comité de vigilance. Peut-être qu'on peut essayer, mais j'avoue que ça ne peut pas produire des résultats substantiels de nature à pouvoir permettre de calmer la crise. La solution, cette mesure est une mesurette qui ne peut pas. Pour ça, c'est encore, une fois de plus, un coup d'épée dans l'eau. La solution se trouvera ailleurs, se trouvera dans le dialogue, se trouvera dans la négociation, se trouvera, n'est-ce pas, dans les discussions pour apaiser les cœurs, pour amener les gens à comprendre que cette solution, ce qu'ils sont en train de faire n'est pas une bonne chose. La crise qui sévit dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays ne cesse de faire au quotidien des victimes, des milliers de déplacés dont le besoin d'assistance reste préoccupant. Et le Congrès américain appelle le régime de Yaoundé à poursuivre dans le dialogue afin de ramener la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. En séjour à Yaoundé, ces membres du Congrès américain ont été reçus par le ministre de la Défense. Les deux parties ont longuement évoqué ce conflit armé qui secoue les deux régions anglophones en crise au Cameroun. D'autres précisions dans ce reportage des Guizot. Une délégation des membres du Congrès américain vient d'être reçue par le ministre de la Défense à Yaoundé. Dans son propos destiné aux parlementaires américains, Joseph Betty Assomo a fait l'état des lieux de la situation sécuritaire au Cameroun en présentant les dégâts provoqués par Boko Haram dans l'extrême nord. The unimaginable level of barbarism to which this group has already indulged in constitute an endless macabre maze. Bereaved families, broken destinies, traumatized and disorganized communities. Soulignant qu'au moment où Boko Haram a été contenu, c'est alors que la crise dite anglophone a fait irruption avec des méthodes des sécessionnistes qu'il a qualifiées de criminels. They have established a real economy thriving on crime. They loot, rape, dismember teachers who refuse to obey their injunctions to no longer teach. They brutalize, kill students and also kidnap them. They burn hospitals along with patients, destroy economic infrastructures. Rappelant aux membres du Congrès américain que 300 soldats, gendarmes et policiers ont déjà trouvé la mort dans le nord-ouest et le sud-ouest ces derniers mois, le ministre de la Défense a pointé les attaques des sécessionnistes contre les Fulani, évoquant le risque d'un génocide. The rate at which these attacks are perpetrated provides every reason to believe that massive killings against these Fulani population is on the way. Questionnant la démarche du Congrès américain qui a condamné le Cameroun via une résolution récemment, le ministre de la Défense a regretté l'absence du principe du contradictoire dans cette procédure. We were preoccupied and saddened that this default conviction that our country was subjected to this resolution. I say by default because it seems to me as provided by the adversarial principle which is dear to major democracies, that the position of the Cameroon government was not taken into account. Pour sa part, la chef de la délégation américaine a insisté sur l'attachement des États-Unis au respect des droits humains. We want to make sure that humanitarian aid is able to get through to the affected areas and that there is complete access. I thought we had a very fruitful conversation and we look forward to seeing things develop in this country in a peaceful manner. En fin de compte, tout en réaffirmant que les anglophones ne sont victimes d'aucune marginalisation au Cameroun, Joseph Betty Assomo a terminé son échange avec les parlementaires américains en leur présentant un condensé des exactions des séparatistes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et principales victimes de la crise anglophone, les femmes viennent de bénéficier d'une formation à Douala qui a permis d'élaborer un manuel de procédure des opérations sur les violences basées sur le genre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Le compte rendu de Julienne Berthe-Bissaï. Ce n'est un secret pour personne. Les femmes sont parmi les principales victimes des tensions dans le nord-ouest et sud-ouest. De ce fait, elles méritent une attention spécifique dans les interventions menées dans le cadre de la gestion de cette crise. Mais seulement,
les actions pourraient s'avérer inefficaces si elles ne s'inscrivent dans le cadre d'un modèle standard de référence convenu entre différents intervenants. C'est le sens des travaux que le Fonds des Nations Unies pour la population vient de tenir à Douala. La formation organisée à l'intention des ONG et des organisations internationales humanitaires a permis d'élaborer un manuel de procédure pour les opérations de lutte contre les violences basées sur le genre dans la crise anglophone. C'est un document très important qui contient les règles, les principes pour prendre en charge une personne survivante. Donc les acteurs sont venus ensemble. Nous avons les acteurs de la société civile, du gouvernement, venir ensemble et dire ça, c'est les procédures du Cameroun. Ça, on peut faire au Cameroun, ça, on ne peut pas faire au Cameroun. Et à la fin, on a tous validé le document qui sera notre guide pour toute action de prévention, de réponse, de mitigation des risques. Tout est dedans. Le manuel de procédure arrêté au terme de la rencontre intègre les principes de collaboration, de dialogue, des négociations entre autres, comme valeur dans les interventions. Les travaux ont connu la présence de divers intervenants, dont le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Ouvrons à présent le chapitre santé de ce journal. Des enfants des régions septentrionales reçoivent la chimio-prévention contre le paludisme depuis cette mi-journée. Cette nouvelle trouvaille du ministère de la Santé publique donc a pour but de réduire le taux de morbidité des enfants dû au paludisme. Plus de précisions dans ce reportage de Damado Daïro et de Flavien Valondongo. Les régions septentrionales du Cameroun enregistrent un plus grand nombre de cas de paludisme durant les mois de juillet, août, septembre et octobre, sans doute à cause des pluies qui s'abattent dans cette partie du pays en cette période. Des médecins qui font la révélation précisent que c'est également la période durant laquelle des décès dus au paludisme sont comptés chez les adolescents. Afin de protéger ces enfants contre la maladie, le gouvernement, avec l'appui des partenaires au développement, a lancé depuis 2016 des campagnes de distribution gratuite des médicaments antipaludiques pour faire face efficacement à cette situation. Dans ce combat engagé depuis 2016 par des pouvoirs publics qui peinent à réduire le taux de mortalité dû au paludisme saisonnier, en plus de l'utilisation des Milda, les autorités sanitaires proposent une nouvelle trouvaille appelée la chimie préventive contre le paludisme, dont l'opération vient d'être lancée à Maroua, dans la région de l'extrême nord. Donner des médicaments pour prévenir le paludisme pendant la forte saison de pluie, où c'est pendant cette période que le taux de mortalité est très élevé et le taux de fréquentation à l'hôpital pour le paludisme est très élevé dans l'extrême nord et le nord. Pour cette campagne qui vise à administrer par voie orale les médicaments préventifs aux enfants âgés de 0 à 59 mois, les parents présents à la cérémonie de lancement de la campagne caressent déjà l'espoir de voir réduire dans les brefs délais le taux de mortalité et de morbidité du paludisme chez les adolescents dans les régions septentrionales du pays et plus encore dans tout le Cameroun. Rappelons que la région du Nord, à elle seule, a enregistré 641 cas de paludisme, soit 22,9% des décès, selon les récents rapports du ministère de la Santé. L'actualité à l'international à présent, un raid aérien fait un carnage dans le centre pour migrants. Le bilan provisoire fait état d'au moins 10 morts notamment des migrants décédés, 70 blessés. Et au Nigeria voisin, 45 personnes sont mortes et plus de 100 autres blessées dans le centre du pays. Ceci lors du pillage par la population d'un camion-citerne accidenté qui a explosé. Plus de précisions avec Gladys Sidi. Une quarantaine de migrants ont été tués dans un raid aérien nocturne contre un centre de détention près de Tripoli. Une frappe attribuée aux forces du maréchal Khalifa Haftar, engagé dans une offensive sur la capitale libyenne qui a suscité de vives condamnations. Le bilan de cette attaque pourrait s'alourdir puisque parmi les 70 migrants blessés, plusieurs sont dans un état critique. Dans les premières réactions, l'Organisation des Nations Unies et des ONG ont fait part de leur effroi.
La mission d'appui de l'ONU en Libye a maintes fois exprimé son inquiétude sur le sort d'environ 3500 migrants et réfugiés en danger dans les centres de détention qui sont situés près des zones d'affrontement. Et au Nigeria, les nouvelles ne sont pas aussi bonnes. Les populations se sont agglutinées sur un camion-citerne accidenté pour récupérer du carburant. Le camion a explosé, faisant 45 morts selon les témoins et une centaine de blessés. La police, pour le moment, n'a pas confirmé le nombre de morts. Mais selon des témoins, un minibus a été détruit par l'explosion alors qu'il passait devant. Les personnes blessées suite à l'explosion de ce camion-citerne ont été transportées dans des centres hospitaliers où elles reçoivent des soins. Les incidents de ce type sont fréquents au Nigeria. En juillet 2012, au moins 104 personnes ont été tuées et une cinquantaine blessées alors qu'elles tentaient de récupérer du carburant d'un camion-citerne après un accident dans l'état de Rivers, dans le sud du pays. L'actualité sportive à présent, CAN Égypte 2019, le Cameroun croisera le Nigeria en 8e de finale de cette compétition. Au bout de 3 matchs avec une victoire, 2 nuls et 2 buts marqués, les spécialistes dissèquent les performances des Lions dans cette phase de groupe et leur chance de qualification pour les quarts de finale. C'est un reportage que signe Jean-Paul Chougnat. À l'appréciation des spécialistes de football, les Lions indomptables, à leur 3e sortie en phase de groupe de la CAN 2019, ont eu toutes les difficultés du monde face au dispositif tactique du 4-1-4-1 des minuscules écureuils du Bénin qui ont contraint les rois de la forêt au partage de points sur le score de 0 but partout au stade d'Ismaïlia d'Égypte. On a senti une équipe des Lions indomptables très affaiblie, surtout au niveau de l'attaque où il n'y avait pas véritablement un mécanisme de déclenchement. La défense renforcée que pratiquait le Bénin était une grosse difficulté pour le Cameroun parce qu'on n'avait pas pu trouver les solutions. Généralement, quand une équipe joue en défense renforcée, il faut jouer sur les largeurs, décaler le ballon sur le côté, trouver les centres, aller en dribble ou tirer à distance. Sur la palette de solutions qui s'offraient aux tenants du titre, les poulains de Clarence Seedorf n'ont su ni pu en faire bon usage pour capturer les écureuils du Bénin, très agiles et espiègles, pour contenir les fauves camerounais jusqu'au coup de sifflet final. On a joué sur les largeurs, mais à aucun moment on a pu percuter pour aller plus vite, parce que chaque fois qu'on a eu le déséquilibre, on n'avait pas la vitesse. Donc la vitesse d'exécution dans l'action au Cameroun est un problème. La technique individuelle aussi est un problème. Et l'efficacité devant le but, c'est un autre problème. Et quand vous avez ces 3 problèmes sur le plan offensif, c'est sérieux. Parce que c'est avec ces solutions-là que l'on gagne. La preuve, c'est que 2 matchs, nous n'avons pas pu marquer. On est à même de se demander véritablement ce qui ne va pas. Soit c'est les joueurs qui ont du mal à assimiler la technique mise en place par Clarence Seedorf, soit Seedorf n'a véritablement pas pu changer cette équipe nationale dans ce sens. Dans la concession de ce score, la défense camerounaise a su sortir ses griffes pour neutraliser les offensives du capitaine Stéphane Sessignon et ses coéquipiers qui tous étaient plus que déterminés à faire mordre la poussière aux détenteurs du trophée, qui mieux encore, des Lions indomptables. On a des qualités parce qu'en situation de barrage, c'est-à-dire que quand l'adversaire arrive et nous trouve, il n'y a aucune difficulté à se faire. Mais quand nous sommes en situation de poursuite, c'est-à-dire que nous sommes sortis et puis il faut courir en regardant vers nos buts, nous sommes un peu fragiles. Et ça s'est démontré lors de la première rencontre contre la Guinée-Bissau, où de temps en temps on était en difficulté. Donc il faut corriger les situations de poursuite. Karen Kaha, entre ses forces défensives avec 0 but encaissé et ses faiblesses offensives avec seulement 2 buts inscrits sur 3 matchs, les Lions indomptables, 2e du groupe F à 5 points, ont donc en 8e de finale de gros rois des oiseaux à déplumer, les Super Eagles du Nigeria. La compétition a donné un autre ton. Et le Nigeria est sorti 2e comme le Cameroun. Donc ça veut dire que ce Nigeria-là a aussi quelques soucis. Mais pris individuellement, nous devons faire très attention parce que le Nigeria a beaucoup plus de qualité individuellement que le Cameroun. Si vous prenez même les joueurs individuellement qui jouent dans les équipes, vous allez vous rendre compte que c'est un ton au-dessus. On a surtout besoin de voir la touche technique de Clarence Seedorf dans cette équipe nationale. Avant le jour tant attendu donc, Clarence Seedorf est averti de vite corriger les lacunes d'attaque de ses poulains
pour espérer abattre en plein vol les Super Eagles du Nigeria. Une place pour les Lions en quart de finale est donc à ce prix-là. L'affiche Cameroun-Nigeria des huitièmes de finale de la 32e Coupe d'Afrique des Nations de football, c'est ce samedi 6 juillet au stade international du Caire. Les Lions indomptables du Cameroun seront-ils à mesure de déplumer les grands rapaces nigérians, Joswit Ansi? Et de nombreux Camerounais expriment leur déception après cette sortie des Lions face aux écureuils du Bénin. Ils estiment que les poulains de Clarence Seedorf n'ont pas été à la hauteur, contrairement à leur première sortie, et redoutent déjà la rencontre Cameroun-Nigeria en huitième de finale de cette compétition. Suivant quelques réactions des fans et supporters des Lions au micro de Jackie Tiamko. Ouais, disons que ça a été un match un peu plus enlevé, mais beaucoup plus du côté des Béninois. On avait l'impression que c'était les Béninois qui avaient un peu plus l'enjeu du match. C'est vrai que c'est un peu regrettable lorsqu'on pense que le Cameroun, quand même, face au Bénin, était largement favori. Du coup, ça nous remet dans des analyses, n'est-ce pas, de nos analystes qui sont sur nos différents plateaux, que ce soit à la télévision, Equinox ou bien ailleurs. Ils nous ont tous fait croire que le Cameroun va largement remporter, mais que non. Et maintenant que l'écureuil, très petite, nous a complètement traîné dans la boue, aujourd'hui on s'attend au grand match avec le Nigeria. Et on imagine un peu ce que ça va être. Ça va être très difficile. Les Camerounais risquent encore de commencer à dormir très tôt. Vu que notre équipe nous a montré des belles choses dès le départ, mais à la fin, vraiment, on ne peut pas finir la poule sans marquer avec 2 buts seulement. C'est ça qui nous fait descendre à la 2e place pour rencontrer une équipe encore contre le Nigeria qui marque. Et nous ne marquons pas vraiment très dessus. Ce qui n'a pas marché, effectivement, c'est un peu de chance. J'ai vu les frappes d'Éric Maxime Choupo-Moting. J'ai vu l'occasion qui a été ratée par Karl Toko Ekambi. J'ai surtout vu que le milieu de terrain fonctionnait très bien avec la très belle performance de Koundé Malong. C'est rare, moi, de mémoire de Camerounais, que j'ai vu un milieu de terrain aussi percutant. Je crois qu'il y a quelque chose à faire. Peut-être on manque d'un attaquant de poigne qui soit capable de finir les actions. Les dernières confrontations depuis 2004 ne sont pas en faveur du Cameroun, mais le temps est certainement venu pour nous de mettre fin à cette petite malédiction. On a eu à battre ces gens chez eux, alors qu'ils ont organisé la Coupe d'Afrique de 2000. Mais comment ne pas les battre en terre étrangère? On va les battre. Si tu t'amuses comme ça, mes chers amis, ça va être catastrophique. Parce que tu vois le manière que les Béninis sont célébrés. Cotonou était en fête. Parce que c'est la toute première fois qu'il rencontre le Cameroun, le champion de soccer en Afrique. Mais il n'arrive pas à dire que mais vous sont des amateurs. Non, il était déçu. Il était déçu franchement. Dès le départ, quand j'ai vu le match Bénin-Ghana, je me suis dit qu'il ne serait pas aussi facile pour les Lions de pouvoir réussir à battre le Bénin. Quand on n'a pas pu battre le Ghana, pour moi hier, je n'avais pas vraiment espoir derrière les Lions. Je n'avais pas espoir derrière les Lions. Donc pour moi, c'était que si on gagnait, c'était une chance. Ils sont en train de se préparer pour ce match parce qu'ils savent que le Nigeria n'est pas un adversaire léger. C'est une grosse pointure du football africain. Il faut qu'ils choisissent des joueurs qui vont mieux jouer. Pas qu'on vient au stade faire comme si c'était les entraînements. Donc c'est ce qui m'a énervé. Mais je sais que le Cameroun va battre le Nigeria. Je sais ça. Si l'entraîneur fait ce que je suis en train de demander là. Hyper déçu parce qu'on aurait pu faire mieux par rapport à la première prestation qu'on a eu à faire contre la Guinée-Bissau. Hyper déçu, hyper déçu. Normalement on sort deuxième du groupe. Derrière le Ghana, déjà c'est pas bon parce qu'on affronte le Nigeria qui déjà ces 10 dernières années nous traumatise, si je peux dire ça comme ça. Donc pour moi, le pronostic pour la confrontation contre le Nigeria, je crois que c'est samedi. C'est une victoire mais sur un court score du Cameroun, le plus petit 1-0. Et quel premier bilan peut-on faire de cette phase de poule de la CAN Égypte 2019? Eh bien, le tournoi vient de connaître des fortunes diverses pour les 24 participants. 4 ont été repêchés en position de meilleur troisième, 8 autres ont été éliminés. Le round-up de cette bilan, de ce premier tour de la CAN Égypte 2019 dans ce reportage de Jean-Paul Chouniat, une fois de plus.
Des 24 équipes qui ont démarré la phase finale de la CAN 2019 en Égypte le 21 juin dernier, les 16 qualifiés pour les huitièmes de finale sont désormais connus à l'issue des phases de groupe achevées le 2 juillet courant. Ainsi, dans la palette des qualifiés par performance sur le terrain, Égypte-Ouganda dans le groupe A, Madagascar-Nigeria dans le groupe B, Algérie-Sénégal dans le groupe C, Maroc-Côte d'Ivoire dans le groupe D, Mali-Tunisie dans le groupe E et Ghana-Cameroun dans le groupe F sont les 12 élus aux huitièmes de finale ayant obtenu leur ticket sans la moindre circonstance de repêchage. Si la plus grosse surprise de cette compétition vient des novices zébus de Madagascar qui ont battu 2-0 les Super Eagles du Nigeria pour se hisser à 7 points en tête du groupe B, les Aigles de Tunisie, sans convaincre, avec 3 nuls concédés, sont deuxièmes du groupe E à 3 points, devant l'Angola et la Mauritanie, 2 points chacun. Dans la deuxième vague des qualifiés, repêchés à la faveur des 4 meilleurs troisièmes, le Sili national de Guinée-Conakry, les Léopards de la République démocratique du Congo, les Écureuils du Bénin et les Bafana d'Afrique du Sud complètent le quorum des 16 pour le second tour. À l'exception de la Guinée-Conakry repêchée à 4 points, la liste des candidats à 3 points, République démocratique du Congo, Bénin, Afrique du Sud, la meilleure différence des buts a éliminé les Harambee Stars du Kenya. Le décompte bilan du premier tour dressé, le tableau des huitièmes de finale est dès lors connu, avec à l'affiche 8 combinaisons. Ouganda-Sénégal et Maroc-Bénin le 5 juillet, Nigeria-Cameroun et Égypte-Afrique du Sud le jour suivant. Madagascar-République démocratique du Congo et Algérie-Guinée-Conakry le 7 juillet et enfin le 8 juillet, Ghana-Tunisie et Mali-Côte d'Ivoire. Comme statistique, le premier tour de la CAN 2019 à 24 équipes enregistre 68 buts marqués. Meilleure attaque par poule, le groupe C, 16 buts. Et la plus faible, 8 buts, le groupe du Cameroun. Meilleure attaque par équipe, Algérie et Mali, 6 buts chacun. Défense la plus poreuse, Namibie, 8 buts concédés. Au classement individuel des meilleurs buteurs, 11 prétendants sont au coude à coude, 2 buts chacun. Et côté sanction, 110 cartons jaunes et 3 cartons rouges ont été sortis des poches des arbitres. Et toujours en sport, Stade Renard accueilli en triomphe à Melon, son fief dans le département du Mungo. Les populations se sont massées le long des rues de Konsamba ainsi que de Melon pour manifester leur joie après la brillante victoire de leur équipe durant la finale de la Coupe du Cameroun de football. Ambiance de fête dans ce reportage de Cyril Djemba et Flavien Valondongo. C'est dans la ferveur et la liesse totale que les joueurs de Stade Renard de Melon ont été accueillis par des populations de la ville de Konsamba. Après avoir remporté la Coupe du Cameroun de football édition 2019 au Stade Amadou Ahidjo face aux forces armées et police, les joueurs de Stade Renard ont rejoint leur fief pour une communion parfaite avec un peuple qui a cru en ses joueurs. C'est la toute première fois que Renard fait des merveilles comme ceci. Et nous remercions M. Rigolo, M. Jean-Claude Rigolo, d'avoir toujours soutenu cette équipe, soutenu Melon, afin que cette équipe arrive à cet état haut. Le président de l'équipe de Stade Renard ne cache pas ses émotions. Il a permis à son club d'effectuer le tour de ville de Konsamba et ses environs dans une ambiance de grand jour. Je peux tout simplement conclure très beau Vous avez vu l'espoir, la joie qui est l'espoir à la tête du sous-préfet. C'est à cause de l'espoir de ces gens-là. Ils nous ont donné la joie dans le cœur. En Konsamba, tout comme à Melon, la séance de travail en équipe et la poignée de main aux autorités du département du Mungo avec le premier chef, le préfet, ont été des moments de joie. Ils ont montré devant le PM que, n'est-ce pas, le football est une très bonne chose. Je dis merci aussi, n'est-ce pas, au président Jean Côté. Jean Côté a mis ses moyens dans le football. C'est pour ça la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui ici là. Je dis merci à lui et on va les soutenir. On va continuer à les soutenir pour que le Stade Melon pas carnaval. Après 2 saisons non fructueuses en première division, l'équipe de Stade de Melon est sortie des bois pour remporter le trophée de sa 3e participation en première division. Avec ce trophée de la Coupe du Cameroun, Stade Renard de Melon va prendre part à la compétition africaine.
Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Kediara et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Kediara. Merci à vous Nadine Yambou pour ces éléments de la rédaction centrale d'Equinox Télévision que vous avez bien voulu nous présenter ce soir. Quant à vous, on se retrouve demain à la même heure, c'est-à-dire 20h. Exactement, c'est ça Kediara et bonne soirée à vous ainsi qu'à vos invités. Bonne soirée à vous également et avec mes invités, nous restons sur ce plateau pour la deuxième partie d'Equinox Soir.